Bonjour, nous allons présenter succinctement la situation environnementale de la planète et essentiellement de la France. Quand vous aurez consulté cette vidéo, vous pourrez vous reporter à une vidéo qui présente des études sur l'environnement, une autre qui présente la conférence sur le climat de Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, et une vidéo qui présente des propositions de mesures environnementales que la France pourrait mettre en œuvre dans le cadre du meilleur programme trouvé par cette étude. Seuls quelques exemples d'indicateurs environnementaux sont donnés dans cette vidéo. Il est impossible de couvrir le spectre total, complet, de tout ce qui concerne l'environnement. Nous avons fait des choix. Quelle est la situation environnementale de la planète? Citons l'ONG Global Footing Network, qui a indiqué que le jour du dépassement de la totalité du budget écologique de la Terre a été en 2013 le 20 août, en 2014 le 19 août, en 2015 le 13 août, en 2016 le 8 août. Cela signifie que la situation environnementale se dégrade. De nombreux seuils de pollution sont souvent dépassés sans que les autorités décident de mesures ad hoc qui permettraient peut-être de réduire la pollution. Quels sont les principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre? Selon une étude parue dans le journal Earth System Science Data, le 14 novembre 2016, les pays qui émettaient le plus de gaz à effet de serre en 2015 étaient d'une part la Chine, premier émetteur avec 29%, mais qui a réduit ses émissions de 0,7% en 2015, alors que pendant la décennie précédente, chaque année, elle augmentait ses émissions de 5%. Cette réduction d'émissions résulte de son effort pour développer l'éolien, le solaire, mais aussi la voiture électrique. Les États-Unis, deuxième émetteur avec 15%, ont réduit leur émission de 2,6% en 2015, car le charbon a été de plus en plus remplacé par le gaz, le pétrole, l'éolien et le solaire. L'Union européenne, avec 10% des émissions globales, a augmenté ses émissions de 1,4% en 2015, pourtant après une période de recul. Et l'Inde a continué à augmenter ses émissions, plus 5,2% en 2015. Selon cette étude, les émissions de gaz à effet de serre étaient stables depuis 3 ans. Mais pour limiter à moins de 2% la hausse moyenne de la température par rapport au niveau d'avant la révolution industrielle, c'est-à-dire environ 1870, les émissions de gaz à effet de serre devraient baisser en moyenne de 0,9% par an jusqu'en 2030. La dégradation de l'environnement, y compris le réchauffement climatique, a de nombreuses conséquences sur la santé. Nous en reparlerons. La faune. Signalons que depuis 1970, plus de 50% des populations de mammifères, d'oiseaux, de reptiles, d'amphibiens et de poissons ont disparu. Sur la flore, que nous voyons se modifier d'année en année en raison du réchauffement. Les phénomènes naturels catastrophiques que nous évoquerons. L'élévation du niveau des mers qui menace non seulement des îles sur la planète, mais aussi nos côtes. L'effondrement de terrain et la libération de carbone et de méthane due au réchauffement du permafrost, aussi appelé pergélisol. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'une épaisseur de 30 à 50 cm du sol qui a gelé depuis des dizaines d'années, des milliers d'années, et qui se met à se dégeler. Et donc, en conséquence, est instable. Donc, les fondations de certaines maisons s'effondrent, et donc les maisons s'écroulent. Des parois entières de montagnes, en particulier dans les Alpes, se sont effondrées. La pollution de l'air, inutile d'insister, puisque nous assistons malheureusement à une pollution importante de l'air dans de nombreuses villes actuellement, de l'eau.
de l'eau dont nous avons besoin de manière vitale, que ce soit dans les rivières, les sources, les mers, les océans et bien sûr les lacs. La terre qui est de plus en plus polluée à certains endroits, surtout la terre cultivée. Les aliments et les boissons, car les aliments sont traités avec des pesticides, des insecticides, etc. L'atmosphère, entendez par là tout ce qui nous entoure, avec les satellites, avec les fusées qui sont envoyées dans l'atmosphère et qui se décomposent, se désagrègent avec des milliers, voire des millions de particules et de morceaux de ces éléments que nous ne citerons plus ensuite, mais qu'il faut souligner comme étant très dangereux pour notre planète. Citons quelques phénomènes naturels catastrophiques dont la dégradation de l'environnement serait la cause. Le réchauffement climatique, des tremblements de terre, des tempêtes, des typhons, des cyclones, des ouragans, des tornades, des orages violents, des fortes pluies, des rafales de vent, des vagues très hautes, des tsunamis, des inondations, des sécheresses, des épisodes de canicule, etc. Et ces phénomènes ont doublé en 20 ans. Quelles sont les conséquences de la dégradation de l'environnement sur la santé? Elles sont nombreuses, ces conséquences, sur la santé et le bien-être des êtres humains. Par exemple, il est considéré que 48 000 décès prématurés en France en 2016 sont dus à l'abondance de particules dans notre air. Et selon la Banque mondiale, le 9 septembre 2016, en 2013, dans le monde, un décès sur 10, c'est-à-dire 5,5 millions de décès, aurait été dû à la pollution atmosphérique, quatrième cause de mortalité, derrière les maladies métaboliques, telles que le diabète, l'hypertension, les risques liés à l'alimentation et le tabac. Quel est le coût de la dégradation de l'environnement? Nous allons citer deux rapports de la Banque mondiale. L'un du 9 septembre 2016, qui disait que en 2013, la pollution aurait coûté 5 110 milliards de dollars, soit 0,68% du PIB mondial, qui était à ce moment-là de 75 000 milliards. Et le rapport du 14 novembre 2016 de la Banque mondiale indiquait que les seules catastrophes naturelles génèrent des pertes de 520 milliards de dollars par an. Entre parenthèses, l'évaluation de la Banque mondiale est supérieure de 60% à celle des Nations Unies pour la même année, qui était de 300 milliards. Et ces catastrophes naturelles ont fait basculer chaque année 26 millions de personnes dans la pauvreté. Comme dégradation de l'environnement importante, signalons les débris marins en plastique dans nos océans, qui constituent des océans de plastique, constatés par les navires de la Sea Education Association en 2014, océans qui ne cessent de se multiplier. Évoquons le parc français des centrales nucléaires en 2016, en nous référant à des informations de l'autorité de sûreté nucléaire. Il y a en France 19 centrales nucléaires qui regroupent un total de 58 réacteurs de différentes puissances. Un 59e réacteur est en construction à Flamanville, de type EPR. Ces installations produisent près de 80% de l'électricité produite en France. Que représentait l'énergie nucléaire en France en 2014? Nous référons ici à un article de Fanny Coste paru dans la Tribune de l'énergie en 2015. Selon le dernier bilan électrique de RTE, le nucléaire représentait 77% de la production d'énergie totale en France en 2014, contre 12,6% pour l'hydraulique, 5% pour les centrales thermiques à combustible fossile, 3,1% pour l'éolien, 1,1% pour le photovoltaïque. Quel était le coût de production de l'électricité nucléaire en France en 2013? Coût qui, bien sûr, fait débat, car certaines personnes
minimisent ces coûts, d'autres les augmentent. Essayons d'être objectifs. Le coût réel de l'électricité produite par les centrales nucléaires, y compris les frais de recyclage des déchets, est considéré comme étant exorbitant. Pourquoi? Le coût de la production d'électricité nucléaire s'envole. Entre 2010 et 2013, la facture a connu une forte hausse, passant de 49,6 € par mégawattheure à 59,8 €. C'est une augmentation de 20,6% en euros courants, soit plus 16% en euros constants, c'est-à-dire en tenant compte de l'inflation, et ceci, nous le tenons d'un rapport de la Cour des comptes de 2014. Ce coût est toutefois assez bas, puisqu'il permet aux ménages français de payer leur électricité 22% moins cher que la moyenne européenne, 2 fois moins cher qu'en Allemagne. En France, pour produire un mégawattheure, il faut compter, comme on l'a vu, 59,8 € pour le nucléaire, 80 € pour l'éolien, 100 € pour l'énergie photovoltaïque dans le sud, 100 € pour les centrales à charbon ou au gaz, 15 à 20 € pour l'hydroélectricité. Chiffre tiré de l'article de Fanny Coste de la Tribune de l'énergie. Évoquons le rejet en CO2 pour la production d'énergie nucléaire en France en 2014, toujours en nous référant à cet article de Fanny Coste. Un réacteur en fonctionnement n'émet aucun rejet de CO2. C'est pourquoi de nombreuses personnes disent que l'énergie nucléaire est un atout dans la lutte contre le réchauffement climatique. Mais la construction et le démantèlement de centrales sont émetteurs de CO2. Selon des études analysant tout le cycle de vie, la filière nucléaire émettrait en moyenne 35 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure, contre 400 à 500 grammes de CO2 pour les centrales à pétrole, 1200 grammes pour les centrales à charbon et moins de 20 grammes pour l'éolien. Il faut souligner que la durée de radioactivité des déchets nucléaires, selon leur nature, est de quelques années à plusieurs milliers d'années. Comme nous venons de l'évoquer, la filière nucléaire émet en moyenne 35 grammes d'équivalent CO2 par kilowattheure, la conclusion, c'est que l'énergie nucléaire n'est pas propre, contrairement à ce que certains responsables veulent nous dire. Quels sont et comment sont traités les volumes des déchets nucléaires? Nous nous référons ici à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, agence qui est au service de l'État. Donc les prévisions de volume et les volumes mesurés en 2013-2014 sont les suivants. 2013, 1 460 000 mètres cubes équivalent conditionné pour les déchets nucléaires radioactifs. 2020, prévision, 1 800 000. C'est-à-dire, par rapport à 2013, 23% de plus. Prévision à la fin 2030, 2 500 000. C'est-à-dire, par rapport à 2020, 38% de plus. Et par rapport à 2013, 71% de plus. À propos du retraitement des déchets nucléaires, citons par exemple la radioactivité produite par l'usine de La Hague. D'après l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, voilà la carte de la radioactivité produite par cette usine de retraitement, radioactivité qui se répand en quelque sorte dans la Manche, avec des doses de radioactivité plus ou moins importantes. De nombreux déchets nucléaires sont enfouis. En France, il y a de nombreux sites d'enfouissement des déchets nucléaires. Vous voyez ici la carte.
Il est impossible d'enfouir tous les déchets nucléaires, donc d'autres solutions sont utilisées. L'export de déchets. Greenpeace s'est fait l'écho du transport de déchets radioactifs entre la France et la Russie. Les déchets sont abandonnés dans des décharges à ciel ouvert, comme nous le voyons dans la deuxième image à droite. Les déchets sont jetés dans les mers et les océans, troisième image à droite. Les déchets sont utilisés comme gravats dans les fondations de chaussées. Certains déchets sont utilisés dans des biens de consommation. Des déchets sont utilisés dans des matériaux de construction. Oui, depuis 2009, il y a une autorisation qui permet d'utiliser des déchets nucléaires dans des biens de consommation et dans des matériaux de construction. Il s'agit d'un décret du 14 mai 2009 du gouvernement de M. Nicolas Sarkozy. Ce décret a été dénoncé en particulier par la CRIRAD. Il a été dénoncé par certains journalistes en disant, comme je cite ici, « Non, ce n'est pas un gag, c'est un cauchemar bien réel. » D'autres ont souligné que désormais, les industriels peuvent écouler leurs déchets radioactifs en les mixant à d'autres matériaux et en faisant des gravats ou du ciment. Mais, à ma connaissance, le décret n'a pas été abrogé. Les déchets en France. De manière plus générale, les déchets ne sont plus dans les déchets radioactifs, sont traités globalement assez bien, mais on constate des débordements. Bon, par exemple, entre Paris et Roissy, sur le bord de la route, il y a des déchets, des gravats essentiellement, tout le long, ce qui effraie pas mal de touristes et de personnalités étrangères quand ils viennent en France. Si nous parlons maintenant des déchets en général, et que nous citons un rapport de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à propos des déchets en 2016, 345 millions de tonnes de déchets sont produits en France chaque année, ou plutôt, d'après l'ADEME, pourtant rapport de 2016 en 2012. Donc il est probable que ce nombre ait encore augmenté. 38 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés. Ensuite, 17 millions de tonnes de matériaux recyclés utilisés. Bonne nouvelle. Et pour conclure, à la fin, 20 millions de tonnes d'émissions de CO2 évitées grâce au recyclage. Parlons un petit peu des ondes électromagnétiques. Ondes qui sont émises par, on les oublie souvent, les radars, les antennes relais, surtout les antennes 3G et 4G, les radios, les systèmes Wi-Fi et WiMAX, les hotspots, les téléphones portables, les tablettes, les téléphones sans fil, les télécommandes, les micros sans fil, les fours micro-ondes, les plaques à induction, etc. Bref, nous sommes de plus en plus inondés par des ondes électromagnétiques. De nombreuses personnes sont d'ailleurs électrosensibles et ne supportent plus ces ondes. Les bébés, paraît-il, et 2 à 6% des adultes, ce qui est quand même important. Alors c'est sûr qu'il conviendrait que ces personnes coupent ou s'éloignent des sources d'ondes, si tant est que cela est possible. Parce que si vous habitez à 300 mètres d'une antenne relais, vous ne pourrez pas, sauf à déménager. Quels sont les symptômes des ondes chez les personnes électrosensibles? Le corps médical est très divisé, mais d'après l'association Santé sans ondes, les symptômes les plus fréquemment évoqués par les personnes électrosensibles sont des symptômes dermatologiques, depuis la rougeur de la peau jusqu'à des picotements et des sensations de brûlure, des symptômes neurasthéniques et végétatifs, depuis une certaine fatigue, des états de stress, jusqu'à des palpitations cardiaques, des insomnies, des symptômes sur le plan psychique, que ce soit de l'anxiété,
de l'irritabilité, voire de la dépression. Des risques des ondes électromagnétiques ont été mentionnés dans le rapport Radiofréquence et santé de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail en octobre 2013. Ce rapport indiquait qu'en 2009, l'absence de preuves sur la nocivité existait et depuis 2009, les pouvoirs publics recommandent la réduction des expositions dès que c'est possible, principalement pour l'usage des téléphones portables, source d'exposition la plus élevée. Des interrogations subsistent sur les effets à long terme. Et un document ministériel de mars 2013 rappelle la position des experts: une exposition aiguë de forte intensité au champ électromagnétique peut provoquer des effets thermiques, soit une augmentation de la température des tissus. L'Organisation mondiale de la santé a classé en mai 2011 les champs électromagnétiques radiofréquences, c'est-à-dire de 9 à 300 GHz, comme peut-être cancérigènes. Le professeur Belpomme, dans son rapport « Les champs magnétiques sont néfastes pour la santé », a souligné qu'il ne partage pas les conclusions du rapport de l'ANSES sur les ondes électromagnétiques. Il récuse la thèse qu'il n'y ait pas d'effet avéré sur la santé. Selon lui, les champs électromagnétiques, lorsqu'ils sont utilisés de façon prolongée et intensive, génèrent des maladies, telles que l'Alzheimer, chez des sujets âgés, mais aussi des sujets jeunes, y compris chez certains adolescents. Et d'après l'étude Interphone qu'il cite, si vous avez moins de 20 ans et que vous utilisez un téléphone portable plus d'1 heure par jour pendant 5 à 10 ans, vous avez un risque multiplié par 5 de tumeurs au cerveau. À propos des risques des ondes électromagnétiques, il convient de citer la loi dite Abeille, du nom de son auteur, sur la sobriété, la transparence, l'information et la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, loi qui a été publiée au journal officiel du 10 février 2015 dans une quasi-indifférence. Cette loi indique qu'il sera interdit de promouvoir l'utilisation et la vente d'un téléphone portable aux enfants de moins de 14 ans. Elle indique que l'utilisation du Wi-Fi sera interdite dans les locaux destinés à accueillir des enfants de moins de 3 ans. Cette recommandation est d'ailleurs utilisée dans de nombreuses écoles maternelles. Et puis des crèches. Et il est mis en place une politique de sensibilisation et d'information concernant l'usage responsable et raisonné des terminaux mobiles, ainsi que les précautions d'utilisation des appareils utilisant des radiofréquences. En ce qui concerne cette politique de sensibilisation, personnellement, je ne l'ai pas trop vue concrétisée sous forme de spot dans les médias. Les personnes électrosensibles pourraient en particulier désactiver la Wi-Fi et les hotspots de leur box Internet. De nombreuses personnes ne savent pas que dans leur box Internet, il y a une borne ou point permettant aux opérateurs télécoms d'offrir un service Wi-Fi dans les lieux publics ou autour d'immeubles et de maisons. C'est-à-dire que vous avez chez vous une box Internet et le hotspot de votre box permet à votre opérateur de vendre un service autour de chez vous, de votre appartement, de votre maison. Sachez que vous pouvez désactiver le hotspot de votre box depuis l'interface web de votre box. Vous avez le choix, voulez-vous activer ou désactiver votre hotspot, ce qui vous permettra d'éviter d'être irradié 2 fois en quelque sorte par les ondes du hotspot, en plus de l'onde de la Wi-Fi, mais cette onde de la Wi-Fi, vous pouvez la couper facilement. Quelques mots sur la malbouffe, car même si le sujet fait débat, il est certain que les conséquences d'une malbouffe sont considérées de plus en plus comme étant néfastes pour notre santé.
Pour la définir, nous prenons ici une définition de Wikipédia. C'est la nourriture jugée mauvaise sur le plan diététique, en raison notamment de sa faible valeur nutritive et de sa forte teneur en mauvaises graisses et en sucre. Exemple, les graisses et les aliments transformés que l'on trouve dans des hamburgers, des hot dogs, des frites, des chips. Les douceurs à haute teneur en sucre que l'on trouve dans des boissons sucrées, des sodas, etc., des bars, etc. La malbouffe cause plus de morts par an que le sexe, l'alcool et le tabac réunis. En cause, le nombre de conséquences sanitaires d'une mauvaise alimentation sur l'organisme. Surpoids, obésité, diabète, maladies cardiovasculaires, hypertension artérielle, cholestérol. La malbouffe cause plus de morts par an que le sexe, l'alcool et le tabac réunis. Le groupe d'experts britanniques Global Panel a publié une étude en 2016 détaillant les effets dévastateurs du surpoids sur la santé publique, mais aussi sur l'économie des États concernés. Le nombre de personnes en surpoids dans le monde était en 2005 de 1,33 milliard, à rapprocher les 7 milliards d'habitants que nous sommes sur cette planète. En 2016, plus de 1,9 milliard, dont 600 millions d'obèses avérés d'après l'OMS. Et en 2030, il y aurait 3,28 milliards de personnes en surpoids dans le monde. Le nombre de décès dans le monde en 2013 dû au risque alimentaire serait de 240 millions. En conclusion, de nombreuses études sur l'environnement montrent que la situation environnementale de la planète est dégradée et continue de se dégrader. Heureusement, un grand nombre de dirigeants politiques et de responsables de notre planète ont pris conscience de la gravité de la situation. Quand je dis responsables, je pense aussi responsables des entreprises. Ce n'est malheureusement pas le cas pour certaines personnes, dont de nombreux Français, qui constatent que leur enfant a un peu plus de bronchiolite qu'ils sont plus enrhumés qu'autour d'eux, ils ont des cas de maladies graves. Mais ne rapprochent pas ces faits-là à la dégradation de l'environnement. Certes, les personnes directement touchées par la dégradation de l'environnement sont, elles, motivées pour améliorer cette situation. Si chacun d'entre nous apportait sa contribution à l'amélioration de l'environnement, la situation environnementale s'améliorerait très vite. Nous rappellerons ce fait dans la vidéo 2.4. Après cette vidéo, comme je vous l'ai indiqué au début, vous pourrez vous reporter à une vidéo qui contient quelques études sur l'environnement, à une autre vidéo qui relate les principaux résultats de la conférence sur le climat de Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015, la COP 21, et puis à la vidéo de propositions de mesures environnementales que la France pourrait mettre en œuvre, mesures qui font partie du meilleur programme trouvé par cette étude. La situation de l'environnement est détaillée dans le tome 2 de mon livre. Merci pour votre attention.